Et tant qu'à revenir au cinéma, autant revenir également à ce qui se fait de plus surprenant et de plus neuf. Et ce qui se fait de plus neuf est souvent fait par ce qui se fait de plus jeune. Donc aujourd'hui, on va parler avec quelqu'un que vous ne connaissez pas, que moi je ne connais pas non plus, qui s'appelle Patricia Mazui, qui vient de faire son premier long métrage, lequel s'appelle Peau de vache, qui va sortir bientôt. On ne sait pas encore quand, mais ça va sortir, puisqu'il vient d'avoir le prix Sadoul, qui peut quand même lui donner déjà un petit plus, comme on dit vulgairement dans la pub. Et c'est un film qui, malgré son titre, que moi je trouve pas formidable, mais ça on va en parler, c'est un film tout à fait étonnant. C'est un film où il y a une poigne tout à fait considérable, qui est à peu près tenue du début à la fin avec beaucoup de cohérence, beaucoup de logique, beaucoup d'énergie. Évidemment, c'est toujours ce qu'on dit un peu des films qui se passent en milieu paysan, parce qu'il semble que l'énergie à la campagne soit plus facile à capter que l'énergie dans la ville, puisqu'elle est plus visible, elle est plus isolée, on voit mieux les corps, on voit plus les efforts fournis, la difficulté à parler, enfin toutes ces choses dont on va un peu parler, puisque le monde rural tel qu'il est aujourd'hui, donc il n'est plus le monde des paysans comme on disait avant, disons le monde des agriculteurs, on n'en a pas beaucoup de nouvelles par le cinéma, et moi je la garde toujours avec beaucoup d'acuité, puisque je suis quelqu'un des villes, donc le peu que je sais de la campagne, je l'ai appris par les films. Alors les films ont intérêt à être bons, parce que s'ils me mentent, c'est un mensonge grave. Donc, le film s'appelle Peau de vache, c'est un premier film, et on y voit des acteurs connus, quelqu'un de très connu en ce moment, qui est Sandrine Bonner, quelqu'un qui est connu et en même temps qui est une sorte de go-between du cinéma français, qui est partout et nulle part, et qui est toujours intéressant, qui est Stévenin, et quelqu'un qui était connu mais qui n'était plus beaucoup et qui revient, qui est Jacques Spiesser. Donc c'est le trio du film. On ne va pas raconter tout de suite l'histoire. Patricia Mazui, je crois que vous avez fait quelques courts-métrages avant de faire ce film-là. Quel âge vous avez? Je vais avoir 29 ans. Voilà, 29 ans. Donc, même à l'époque héroïque, c'était jeune pour faire un premier film. C'est-à-dire que dans une période où on dit volontiers qu'un jeune cinéaste a 40 ans, c'est réellement jeune. Donc, à quel moment vous avez décidé de franchir le pas et d'affronter toutes les choses qui s'appellent faire un premier long-métrage? Avec quelle expérience et quelle non-expérience? Les courts-métrages que j'ai faits, je les ai faits il y a très très longtemps, donc ils sont vraiment vieux. Puis après, j'ai fait du montage. Le point de départ du film, c'était deux choses. C'était quand j'étais stagiaire sur une chambre en ville, j'avais vu Stévenin et je voulais absolument faire un rôle pour lui, où il soit différent. Donc ça, c'était un point de départ, mais je savais pas très bien sur quoi. Et puis d'autre part, dans ma famille, bon, à part mon père, tout le monde est paysan plus ou moins. Et dans les films, ce qui m'ennuie, c'est que souvent, c'est que les paysans sont pas des personnages de cinéma, ils sont paysans et c'est tout. Le paysan du film est d'abord un personnage et aussi un paysan. Mais il est aussi compliqué, sinon plus, dans sa tête que plein d'autres gens, quoi. Parce que souvent, c'était des gens monolithiques qui sont dans les moissons, il fait chaud, etc. Et puis je trouve que c'est pas ça, quoi. Plus que toutes les transformations qui se passent à la campagne en ce moment, qui sont... Là, la ferme qu'on voit dans le film, elle existe, elle existe déjà. Hein. En plus, les gens de la ferme, les vrais, ils ont à peu près l'âge des gens dans le film. Il y a déjà pas mal de régions où c'est déjà devenu comme ça, où le paysan a un autre rapport à la terre. Il partira pas de sa terre, mais il a aussi un rapport businessman. La petite agriculture où le rapport émotif, sans arrêt, est en train de disparaître. Donc pour rester... Le sentiment à la terre reste, mais il est accompagné de plein d'autres choses qui sont obligées d'arriver. Donc en fait, moi, il me semble qu'il y aura de plus en plus de fermes comme celle qui est décrite dans le film. Et il y en a déjà beaucoup. Elle se trouve où, cette ferme, dans le film? Celle-là, elle est dans l'Artois, limite Pas-de-Calais et la Somme. C'est entre les deux, sur la frontière. Alors c'est vrai qu'on sent que il y a la campagne, mais que la ville n'est pas loin, que la campagne n'est plus un lieu mythique. Mais c'est néanmoins un lieu où le temps est quand même différent de celui des villes. Parce que bon, le film on peut commencer un peu pas raconter complètement l'histoire, mais à dire autour de quoi ça tourne. Le film commence par une scène tout à fait étonnante. Enfin, c'est une sorte de séquence. Je ne sais pas si elle est pré-générique ou si elle est juste après. C'est tout mélangé. C'est mélangé, hein, c'est ça. Où on voit deux personnages qui sont donc Spiesser et Stévenin, qui sont frères dans le film, qui se saoulent, et Stévenin dans un moment de folie, disons, ça apparaît comme de la folie,
oblige des vaches à manger des crêpes d'abord. Et tout ça finit par des vaches qui brûlent et par la ferme qui brûle. Et ça, donc c'est très impressionnant, parce que c'est tout à fait abrupt. Et on met tout le film en un sens pour s'en remettre. Enfin, les personnages pour s'en remettre, nous pour retomber un peu sur nos pieds, et aussi pour comprendre ce qui s'est passé. Mais pour le comprendre à la fois donc psychologiquement, même si le dernier mot, on ne l'aura jamais vraiment, parce que les rapports entre ces deux frères sont assez compliqués. Et en tout cas, et ça me paraît moi, très très important dès qu'on parle du monde paysan, également en termes d'économie. C'est-à-dire que ce qui s'est passé avec ces bêtes qui ont brûlé, l'assurance, comment l'un des deux frères est allé en prison, puisque quelqu'un est mort dans l'incendie, l'autre a repris la ferme, comment finalement tout ça a été beaucoup moins fou, spontané, fait divers qu'il y paraissait, puisque il y avait aussi derrière une sorte de calcul comme seuls les paysans peuvent en avoir. Moi, j'ai toujours pensé que ce qui caractérise un paysan, c'est un sens du calcul extraordinaire, mais pas au sens péjoratif du terme. Dire tous les calculs de temps, les calculs de moments, de rencontres, de retours, d'argent aussi, et que tous les films qui parlaient des paysans sans parler de calcul étaient des films mensongers qui faisaient des petites vignettes idéologiques ou de propagande, et qui nous racontaient des histoires. Donc, dans votre film, ça commence comme ça sur, disons, ce qu'il y aurait dans un fait divers, le lendemain dans le journal, et petit à petit, lorsque donc Stévenin, qui est allé en prison, sort de prison et revient dans la ferme, il trouve qu'entre-temps, son frère s'est marié, donc avec une femme qui est Sandrine Bonner, qu'ils ont une petite fille, et s'instaure c'est pas du tout un ménage à trois, même si la tentation est tout le temps là, un rapport suspendu entre les trois personnages, où plutôt chacun joue très vite toutes les possibilités qu'il pourrait avoir sans vraiment aller jusqu'au bout. Et le film finit plutôt par le désamorçage de tout ça. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est, un, que faire de la campagne au cinéma, et deux, qu'est-ce qu'on fait quand on a d'abord un fait divers. Moi, j'ai le sentiment que le film commençait, quand on le regardait, avec la même intérêt un peu voyeur, un peu curieux qu'on a quand on lit comme ça dans le journal un fait divers qui a l'air assez horrible, assez mystérieux, et dont on se dit, mais qu'est-ce qu'il y a dans la tête des gens qui ont vécu ces choses? C'est des gens qui sont des gens simples, qui ne sont pas des gens exceptionnels. Est-ce que c'est comme ça que vous avez fonctionné, ou est-ce que vous avez au contraire eu d'emblée tout le film en tête, et avec une idée comme ça assez précise de toute l'histoire? Ou est-ce qu'il y avait chez vous aussi l'envie d'élucider en cours de route, en cours d'écriture, en cours de tournage, des motivations de plus en plus enfouies, de plus en plus compliquées? Quand vous avez écrit le scénario, est-ce que tout est venu d'un coup, ou est-ce qu'il y avait des choses que le film a aidé justement parce que moi j'ai le sentiment que le film approfondit lui-même son point de départ. Oui, sans arrêt. Mais c'est-à-dire que le fait divers, c'est très juste, parce que justement à un moment j'avais une fin très fait divers, qui se terminait dans le meurtre et tout, parce que j'ai beaucoup hésité sur la fin du film pendant très très longtemps, et j'avais prévu de tourner deux fins pour voir au montage, et en fait au tournage j'étais sûre que c'était celle-là, quoi. Parce que je voulais qu'on rentre dans l'intérieur des rapports entre les trois. Puisque ça fonctionne sans arrêt sur la peur et l'émotion, je voulais que ça finisse ouvert sur l'émotion. Donc à la fin, on peut le dire, parce que c'est pas une fin à la Hitchcock, le personnage donc de Stévenin, qui est celui des deux qui a fait la prison et qui peut-être n'aime pas beaucoup la campagne, en tout cas qui a une autre dimension, qui est plutôt un voyageur, lui, il rejette un rêveur, la campagne. qui rejette la campagne. On ne saura jamais d'ailleurs très bien pourquoi il est revenu, peut-être qu'il ne pouvait pas faire autrement, mais en tout cas, au moment où les rapports avec la femme, avec Bonner, deviennent beaucoup trop proches, on dirait que d'un accord commun, enfin elle, peut-être est sur le point de basculer, puisque l'homme avec qui elle est mariée, qui est le frère de Stévenin, ne semble pas à la hauteur comme ça de ce qui brûle de plus en plus entre trois. Et c'est lui qui finalement reprend la route, fait du stop, arrête un gros camion et s'en va sans un regard. Alors je me disais, c'est intéressant parce que quand on commence par un fait divers, soit on le boucle comme un fait divers, donc on fait un film à l'ancienne, à l'américaine, disons. Et puis nous, on n'aime pas beaucoup faire ce genre de choses dans le cinéma européen. On aime bien plutôt ouvrir des chemins. Et là, il y a toujours un autre danger alors, qui est de faire un film qui devient trop... je dirais poétique, mais dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire, bon, il est venu, il est parti, c'est la vie, c'est comme ça, la vie reprend. Enfin, le côté, les choses de la vie, voilà. Mais là, c'est pas le côté là. Alors, je pense que le film a réussi
comme ça, avec beaucoup de jugeote, à éviter le fait divers qui n'apporte que d'autres faits divers à la suite de lui-même, ou le fait divers qui ne sert en fait que de carburant pour ramener quelque chose d'un peu mièvre sur les passions, les gens, les sentiments, etc. Et que on ne perd pas de vue l'un des sujets les plus mystérieux du cinéma en général et de votre film en particulier, qui est qu'est-ce que c'est que le rapport à la Terre. Par exemple, il y a une scène où ils se battent, d'abord amicalement, puis de plus en plus violemment, où ils se retrouvent totalement enduits de boue, un peu comme des sculptures, sous le regard de la femme. Et je me disais, là, c'est presque un peu trop, parce que la Terre devient un symbole. Comment on fait pour filmer le rapport des gens à la Terre? Est-ce que c'est filmable, d'abord? Il y a le tracteur. Oui, c'est-à-dire que tracteur. Dans la première période, il y avait les vaches qui ont été remplacées par les machines. Ça, c'était économique et tout. C'est par les machines qu'il va à la Terre au niveau comme ça, juste direct. Mais sinon, comme je voulais pas justement tomber dans un truc poétique, la lumière, les chambres, etc. C'est pour ça que les couleurs du film sont dans le jaune et le marron sans arrêt. C'est moins dit, mais c'est ça que je voulais qu'on sente. Si les couleurs sont jaune et marron, c'est parce que c'est un film qui se passe dans la Terre. Voilà, et que c'est des échappées qui nous montrent vraiment les champs. Parce que sinon, l'histoire, comme le personnage, du point de vue, n'est pas paysan, lui, il la sent comme un truc qui lui colle aux chaussures, quoi, et rien d'autre. Donc, oui, donc voilà. c'est par la lumière. Enfin, c'est la lumière qui serait terrienne. Et la façon de marcher, les trucs comme ça. Voilà, oui, le fait qu'on ne marche pas, on marche pas pareil dans la boue que sur le chemin. Vous avez vu des films qui se passent dans le monde paysan, français ou non français, qui vous aient intéressé, y compris des vieux films? Ou est-ce que vous avez le sentiment que c'est un sujet quasiment vierge, encore aujourd'hui? Enfin, un sujet, disons, une matière plutôt qu'un sujet. J'en ai vu, oui. J'ai pas la tête à dire des titres, là, mais des westerns. Oh, des fois, c'est des westerns, ça arrive. Des westerns, beaucoup. Parce que moi, bon, là, c'est un peu anecdotique ce que je raconte, mais ça peut aider. Il se trouvait que par hasard, au même moment, moi, je lisais un roman de Faulkner. Et j'ai eu le sentiment, quand j'ai vu le film, que j'étais toujours dans un roman de Faulkner. Et je me suis dit, en sortant, est-ce qu'on est déformé par les souvenirs de la culture américaine, ou de la littérature américaine, ou d'un certain cinéma américain, dans Ford, La Terre, comme ça, Les raisins de la colère, disons, qui fait que même quand on voit l'Artois, on voit des personnages d'Erskine Caldwell ou justement de Faulkner qui sont des personnages alors toujours extraordinairement torturés, extraordinairement complexes, avec des fous de village, avec des passions incroyables, des bêtes qui sont tuées, dont on ne trouvait pas l'équivalent dans le cinéma français, les rares fois qui s'est intéressé à la Terre. Chez Pagnol, il n'y a que les gens qui sont importants. Il n'y a que les rapports de contrat entre les gens. Pas du tout la Terre, c'est très rarement filmé la Terre chez Pagnol. Et je trouvais qu'il y avait quelque chose d'américain, pas dans le sens tellement du western. Les westerns, en plus, c'est plutôt les troupeaux que la terre elle-même. Un drôle d'écho américain dans un film très très français, mais pas en péjoratif. Comme si là-dessus aussi, on avait plus de souvenirs du côté de Faulkner que du côté de Jono, disons. Ah oui. De toute façon, j'ai plus lu des livres de Faulkner autrefois que des livres de Jono. Alors ça va, je suis quand même tombé un peu juste. On revient quand même sur l'aspect... aussi des films russes. Et les films russes, oui. Dovzhenko, alors. On revient un peu à l'aspect comme ça biographique. Comment on monte un film comme ça quand on n'est donc pas connu? On a fait du montage, un peu. Et on a un scénario, et on trouve un producteur. Est-ce que c'est la filière, disons, banale, connue? Ou est-ce que dans votre cas, ça a été un peu particulier? J'ai eu beaucoup de chance, je crois. Mais j'ai tout fait dans l'autre sens, en gros. C'est-à-dire, j'ai d'abord eu les acteurs, parce que j'écrivais pour des gens. C'est-à-dire, ah bon, d'accord. Vous voyez, en fait, le seul rôle du film dont j'ai fait un casting, c'est le rôle pour trouver un frère à Stéphane. Là, j'ai vu des comédiens, parce que je trouvais personne qui ait un air de frangin avec lui. Je voulais vraiment qu'ils aient l'air de sortir de la même mère, quoi. Quand ils sont côte à côte. Donc là, j'ai eu du mal. Mais sinon, les autres gens, j'écrivais toujours pour des gens que j'aimais et que je connaissais. Et puis bon, quand j'avais une version de scénario à leur donner, je leur demandais s'ils étaient d'accord, quoi. Donc j'avais d'abord les comédiens et ensuite le reste est venu petit à petit. C'est un bien meilleur système que d'avoir un scénario et de chercher après les acteurs, non? Ça dépend de la force du scénario, mais celui-là, si vous voulez, je pense que sans l'énergie des gens dedans,
Le scénario lui-même à plat, il est une structure tout à fait classique à la limite. Ce qui est intéressant dedans, c'est comment les gens sont compliqués. Il n'y a pas tellement d'anecdotes à quoi se raccrocher au niveau du scénario, sur ce scénario. Je ne crois pas que pour ce scénario-là, ça aurait pu marcher dans un autre sens, en tout cas. On remarque quand même que beaucoup de films qui ont justement cette énergie d'emblée comme ça, qui s'impose, sont pas pensés en dehors des acteurs. Et par exemple, quand on a un acteur aussi étrange que Stevenin, qui est aussi metteur en scène, qui est un acteur absolument inclassable, parce qu'il peut jouer quasiment tout, et qui peut être, comme il est alors magnifiquement dans votre film, il peut être très très effrayant, parce qu'il fait peur et parce qu'il a peur, parce que les deux en même temps, il n'y a rien qui est plus effrayant que quelqu'un qui a peur. Et donc il devient très dangereux. Et sur la dangerosité très, comme ça, sentimentale en même temps, et très très rude de Stevenin, est-ce que c'est venu alors un peu avant le scénario, ou est-ce que c'est lui qui... Ah non, moi je voulais qu'il soit complètement différent qu'il n'a jamais été. Je voulais qu'il soit un tendre, un peu autodestructeur. En fait, c'est comme il a été en prison à la place de son frère, parce qu'il l'aimait beaucoup, il était un peu... Bon, moi dans ma tête, j'avais gambergé qu'est-ce qui s'était passé avant et tout, mais je prends les choses uniquement par moments. Dans le cinéma, c'est toujours que des moments, de toute façon. Et après, on fait les creux, nous. Hein. On remplit les vides. Voilà, on remplit les vides. Donc, c'est le principe des ellipses sans arrêt. Donc, pour moi, il aimait trop son frère, quoi. Le film, il aurait pu s'appeler L'homme qui aimait trop son frère. Mais ça ressemblait trop à un truc de Huston, comme titre. Ou ça faisait trop... ça faisait trop référence à du cinéma américain, je crois, comme titre. Donc moi, je voulais vraiment qu'il soit comme s'il a tout sacrifié pour son frère. Et puis, c'est comme un cadeau empoisonné en même temps. Vous voyez ? Donc il a tout un côté autodestructeur en même temps qu'il a un côté Jésus-Christ, quoi. Oui, c'est quelqu'un qui fait quand même payer voilà. le fait qu'on lui doit quelque chose. Ah oui, il le fait payer encore plus durement que s'il l'exigeait. Voilà, qui est irremboursable. Mais il veut pas le faire payer. Les gens dans le film veulent pas les choses. Ils essayent de les vouloir et puis c'est pour ça qu'ils n'arrivent pas tellement à parler et que les choses fonctionnent avec des hésitations et des provocations sans arrêt, quoi. Il y a un mélange comme ça dans le jeu de Stevenin et dans le film même tantôt de tombeau ouvert, tantôt de précaution quand même pour ne pas tout casser. Et on passe de l'un à l'autre exactement comme Stevenin dans son jeu passe un sentiment comme ça de péril qu'il fait courir à cette famille, et puis des fois au contraire qu'il en est plutôt l'ange gardien, puisque c'est lui qui s'occupe de la petite fille, tout ça. Et il y a un plan extraordinaire dans le film quand à un moment il a emmené la petite fille se promener et que la mère se met à avoir très peur, et on le retrouve au bord d'un étang. C'est tout à fait anodin, et en même temps la façon dont c'est filmé, le côté complètement plat de l'image. Là, c'est aussi la force des faits divers. On pense beaucoup à la Vologne, on pense beaucoup à des choses comme ça. C'est l'image qui est rue dans les journaux. Cette image qu'on voit dans le film, finalement, plutôt, il ne s'est rien passé puisque l'enfant est là. Si s'était passé quelque chose, ça aurait été la même image et elle aurait fait la une des journaux. Et donc, on voit cette image, parce qu'elle est banale, on la voit comme effrayante. Donc, c'est un peu ce que vous dites sur une sorte de conditionnel futur, dire ça aurait été ça, si ça avait été pire, ça aurait ressemblé un peu à ça. Et puis finalement, le pire est évité. Puis je voulais qu'on ait peur tout le temps, quoi. Ouais. J'aime bien avoir peur au cinéma. Ah bon. Mais là, c'est la peur sur qu'est-ce qu'il y a dans la tête des gens. Ouais. Alors c'est vrai que les paysans ont plus de choses dans leur tête qui ne sortent pas, qui ne s'expriment pas, que les gens des villes qui bavardent beaucoup. Par exemple, les scènes... une sorte de café-restaurant un peu triste comme ça, qui est le seul endroit visiblement où les gens peuvent aller. Ils parlent un peu à la cantonade. Alors, on ne sait pas s'il faut parler moins fort ou dès qu'on parle un peu fort, tout le monde entend. Donc tous les gens, y compris le bistrotier, sont au courant de tout, savent tout, se connaissent tous. Donc c'est extrêmement oppressant et en même temps ça paraît très réaliste. On voit très rarement au cinéma ces lieux complètement banals qu'il y a partout, ces petits cafés où on parle soit trop fort, soit pas assez fort. Mais il n'y a jamais un bon registre de parole. Et c'est élever la voix, baisser la voix. Et ça, on le sent bien dans le film. Il y a une autre question qui vient évidemment à l'esprit, c'est Stevenin est un personnage compliqué. Il a fait lui-même 2 films très très beaux et qui, eux aussi, sont sur la terre. Sur la montagne. Oui, la terre, le paysage, la montagne, la limite...
Enfin, le premier, c'était vraiment sur le Jura, c'était Passe-Montagne. Le second, Double Messieurs, est fait sur la tentation de monter, de grimper. Donc c'est quelqu'un qui est un peu en phase avec vous. Est-ce que ça a aidé le fait que vous ayez des centres d'intérêt communs, ou au contraire, est-ce que ça, des fois, ça a compliqué les choses? Les deux, ça a aidé pour qu'il accepte le film, j'imagine. Et après? Jean-François, comme acteur, il est vraiment très bien quand il sait plus où il en est. Et là, il est formidable parce qu'il de toute façon, il balance les regards vraiment bien, quoi. Et le cinéma, c'est les regards à un moment. Et puis, il avait tout le pas dit que s'il avait il avait un rapport avec son frère qui était quand même trop fort. En fait, il veut être la mère de tout le monde, quoi. Il voulait être la mère de son frère, et le film s'arrête quand il veut être la mère de la petite fille, en gros, parce que Sandrine, elle devient folle. Bonner, comment elle est venue dans l'histoire? Elle aussi, elle était prévue d'emblée? Non, je la connaissais pas au début où j'ai commencé à écrire le scénario. C'est après, parce que j'avais monté Santoni Loin. Donc, je l'ai connue sur ce film-là. Et là, après, j'ai tout le temps vu le film avec elle. Elle a le rôle le plus difficile du film pour moi. Parce qu'au début, elle est le regard, comme nous. Et puis, elle ne le supporte plus. Elle rentre dans le truc, mais très maladroitement, parce qu'elle est comme les deux frères, c'est-à-dire qu'elle ne sait pas ce qu'elle veut, quoi. Mais l'autre frère dont tu n'as pas beaucoup parlé, lui, c'est un peu ce qu'il veut quand même, Spiesser. Lui, c'est ce qu'il veut, mais en même temps, comme il est compliqué, il est pris dans la culpabilité. Il n'est pas le maître de son désir, mais il en a un. Ah oui, C'est un désir lui, modeste, mais il en a un. Ah ben, il a des désirs clairs, lui. Il veut sa femme, sa ferme, sa fille. Mais il est complètement pris dans les remords, la culpabilité et tout, et ça le terrasse, quoi. Comment vous avez choisi Spiesser? Ben, quand je l'ai vu, j'ai trouvé qu'il avait une bonne tête. Et puis, il fallait que je le voie à côté de Jean-François, de toute façon. Donc, et quand je les ai vus ensemble, là, j'ai eu le flash. C'est vrai que la toute première scène où ils sont sous tous les deux, etc., elle est très troublante parce qu'on n'a pas le temps de voir à ce moment-là qu'ils sont quand même physiquement différents. Et il y a un trouble comme ça, un peu incestueux, parce qu'on n'a pas le temps de voir les visages, parce qu'ils sont sous, ils tombent par terre, ils s'envoient des bourrades, ils font les fous. Et c'est vrai qu'on met aussi tout le film à distinguer ces deux visages. C'est vrai que des fois, c'est pas trop d'un film pour distinguer deux personnages, parce que dans une vie, des fois, une vie ne suffit pas à se distinguer de quelqu'un qui en a trop ressemblé ou qu'on a trop aimé, etc. Donc ça, c'est plutôt un point fort du film. Alors, la photo, vous avez eu Coutard sur le tournage. C'est assez étrange, un vieux professionnel qui a fait plutôt beaucoup de films comme ça, avec Godard à un moment. Avec Schoendorfer aussi. Oui, avec Schoendorfer, qui est plus proche de lui idéologiquement. Comment il a pris ça, lui? Raoul a fait une lumière qui est vraiment brute. Et ça, c'est vraiment bien. Et lui, peut-être, je pense pas qu'il voyait exactement cette lumière-là, mais moi, je la trouve très, très belle pour le film. Ah oui, elle est formidable. Non, enfin, je pose la question, c'est un petit peu malveillant, mais on peut le dire. C'est parce que Stévenin, Coutard, cette histoire d'homme, tout ça est un peu macho, disons. C'est des gens qui, quand même, Coutard, qui ont une forte personnalité, et dans cette direction-là. Donc, une jeune cinéaste, tout d'un coup, doit faire avec ça, faire avec ces hommes qui, tout aussi blessés, fêlés, féminins, que peut être au moins Stévenin, ont quand même une très forte personnalité. Et vous avez foncé dedans en disant ce sera d'autant plus intéressant, ou c'est ça que je veux me coltiner comme difficulté, ou est-ce que vous êtes rendu compte en cours de tournage que c'était pas facile Non, c'était pas facile, mais au départ, je voulais vraiment que ça soit la guerre. La guerre, c'est ça. Ouais, mais dans ma tête, quoi. Parce que c'était compliqué déjà dans ma tête, donc je me disais comme ça, il y aura des choses très claires. Bon, après, c'était compliqué tout le temps, mais je pense que le plus difficile, c'est d'expliquer les choses clairement. Il y a une scène absolument extraordinaire dans le film qui est le retour de Stévenin quand il tombe en plein mariage. C'est le mariage d'un de leurs amis qui d'ailleurs joue un rôle dans le film, un rôle trouble. Oui, c'est la jalousie immédiate pour lui. Et on a rarement vu aussi vite et aussi bien à la fois ce que c'est que d'arriver là où on veut arriver, mais n'empêche qu'au moment où on y arrive, on reconnaît tout et on reconnaît rien. Il suffit qu'il pleuve, qu'il y ait un mariage pour que l'espace soit changé. Ce mélange entre les bagnoles, les tracteurs, la robe de mariée, la nuit de noces, la toile cirée, tout ça arrive très très vite. Et il y a une vraie perception de ce que c'est que de revenir. Parce que je crois que quand on revient quelque part, on voit les choses comme des fantômes. Donc la pluie, tout ça, ça aidait beaucoup. Mais ça, c'était le plus facile à faire, cette scène-là. Ah bon, mais c'est une des plus
c'est une des plus belles sur le plan de la mise en scène, ou peut-être du montage, peut-être que D'ailleurs, ça mène la question. Non, c'était choisir le point de vue, là. Là, c'était... Oui. C'était une fois que le point de vue était choisi, c'est-à-dire que ça serait vraiment... On ne quitte pas le point de vue du quart pour ajouter à l'impression du retour. Après, c'était facile. C'est plus facile d'avoir 200 personnes à mettre dans un cadre et d'avoir de l'émotion ou des sensations que une ou deux personnes. C'est le plus dur, ça. Enfin, ah bah oui, bien sûr. Voilà. Enfin, on dit ça et en même temps, avant le cinéma réussissait assez bien à faire passer quelque chose entre 50 personnages ou 20 ou 10. Je crois que c'est un peu dégressif, disons. 30 chez Ford, 10 chez Minelli, 2 chez Antonioni, 1 chez Godard. Et peut-être qu'aujourd'hui, moi je me posais la question, comme on s'entend du film, on parlait avec un ami commun, Narboni, et on disait, mais finalement on n'est pas trop inquiet sur la capacité, y compris donc de jeunes cinéastes comme vous, de faire tenir des choses entre 2 personnages ou 3 personnages. C'est difficile, mais on dirait qu'on a appris ça. Et quand je dis on, c'est plutôt ici, en Europe, disons, ou en France. Et des fois, on a le sentiment un peu inverse maintenant, qu'il faudrait réapprendre à mettre des gens dans le cadre, ce qui était facile avant et qui est redevenu difficile maintenant. Je dis ça parce que tous les films qu'on voit maintenant, c'est des films où il y a quasiment personne, il y a très peu d'acteurs, très peu de personnages, et en tout cas plus de foule, plus de figurants, etc. Et je me demandais même si le film n'aurait même pas gagné, enfin pas forcément celui-là, mais ce genre de projet de cinéma ne gagnerait pas maintenant. Et maintenant qu'on a le cœur, qu'on sait mieux respecter ce que c'est qu'un personnage, qu'un visage, quand on a Stévenin, Bonnaire, il y a des choses qui passent très bien chez eux, parce qu'eux-mêmes, ils ont commencé le cinéma, on disait intimiste, mais c'est pas le bon mot, c'est le cinéma où c'est quand même l'intérieur qui très vite compte. Stévenin, il vient de ce cinéma-là. Quand vous l'avez rencontré sur Une chambre en ville, c'était drôle, parce que Demy l'avait pris aussi un peu déjà à contre-emploi, dans un rôle d'un type très très gentil, très dévoué, un peu mièvre, qui chantait au milieu de 500 figurants. On disait que Demy faisait un cinéma ancien, mais qui redevenait intéressant aujourd'hui, pas forcément à refaire, mais à se dire comment, dans le temps, on faisait tenir tant de gens dans l'image sans perdre l'émotion. Et je dirais que c'est peut-être le problème, alors là je parle en mon nom propre, c'est peut-être le problème que des gens qui commencent le cinéma comme vous maintenant auraient peut-être plus tard à affronter, qui est pas perdre une émotion dans une scène, alors il peut y avoir beaucoup de personnages, ou plus de personnages. On se rend compte que c'est ça que, je sais pas, Sautet faisait avec 10 personnages, il fait maintenant avec 2 ou 3. Enfin, pour dire à quel point on focalise sur l'intérieur, mais peut-être aussi par peur de ne pas avoir grand-chose à raconter s'il y a plus de gens, ou un peu par frilosité. Alors, c'est pas du tout dans votre cas, parce que le film n'est pas frileux, même si on y a beaucoup froid et qu'on sent que les conditions de vie sont dures. Ou je pensais au film de Duperron, par exemple, qui est aussi fait sur le froid, sur 2 personnages. Le film de Varda, justement, auquel vous avez collaboré comme monteuse. Santoine Illois, c'est fait sur la raréfaction des personnages. Même Bonnaire a beau être très, très multiple. C'est un personnage multiple qui en rencontre d'autres qui sont moins multiples que lui, un peu comme Stévenin est multiple et les autres le sont moins que lui. Comme si on faisait un peu tous maintenant tous les rôles, au lieu d'avoir l'échantillonnage de la comédie humaine. Bon, mais peut-être qu'on ne peut plus le faire, peut-être qu'après Renoir, on ne peut plus le faire, ou Ford. Mais c'est des cinéastes déjà qui sont très loin dans le passé, mais c'est des cinéastes qui ont parlé aussi de la campagne. Donc vous avez fait des courts-métrages très jeunes, puis du montage, parce que c'est ça qui vous plaisait, ou parce que vous pensiez qu'il fallait, avant de revenir à la mise en scène, apprendre des choses de ce côté-là? Non, le montage, ça arrivait un peu par hasard, mais c'était un vrai coup de foudre, donc j'en ai fait. Ça arrivait un peu par hasard. Je savais pas comment fonctionnait le montage dans le cinéma, organisé, etc. Tout ça, quoi. Donc ça arrivait complètement par hasard. Mais j'aimais vraiment ça. Et par exemple, travailler avec Varda sur Santoine Illois, c'était une expérience... C'était difficile, mais on apprend énormément avec Agnès, parce que justement, elle fait beaucoup ses films au montage. Et que ça force à y avoir une rigueur. Parce que je trouve que souvent, on n'a pas de rigueur dans les choses. Là, dans le film, je voulais vraiment aller à l'essentiel tout le temps. Parce que sinon, c'est tellement compliqué dans leur tête, aux personnages. Puis à tout le monde. Je veux dire, moi, je crois que tout le monde est fou. Croyez pas, vous? Ah, ben ça, c'est intéressant. En le laissant sortir ou pas, quoi. Ça, c'est différent, après. Après, il y a la vie, il y a les choses, il y a les objets. Des fois, on se laisse gouverner par les objets.
C'est bizarre. C'est un peu le tracteur, là, je pensais. Parce que je me suis rendu compte en voyant le film que s'il n'y avait pas de tracteur, on ne savait plus rien filmer à la campagne. D'abord, un tracteur, c'est très beau. Ça fait un bruit épouvantable, ça fait très peur. C'est un des objets les plus cinégéniques qui existent. S'il n'y avait pas eu de tracteur, il n'y aurait pas eu de cinéma soviétique, je crois. Des belles machines. Voilà, on le voit bien dans la ligne générale d'Eisenstein, le passage de l'ignoble charrue avec 2 bêtes au ballet de tracteur de la fin du film. Et ce grand tracteur, je crois qu'il est jaune. Hein. C'est une ensileuse. Il y a une moissonneuse-batteuse, Voilà, une moi, je suis tellement ensileuse. nul. C'est un objet dont on comprend que quand on est aux commandes de cet objet-là, on doit penser qu'on contrôle quelque chose de sa vie ou de la terre. C'est-à-dire, c'est pour ça que l'Artois, c'était bien, parce que comme c'est un peu avec des vagues, c'est la plaine, mais avec des vagues, et qu'il y a des parapets, ça faisait comme s'il était capitaine de bateau, quoi. C'est ça, voilà. Oui. Donc, je voulais que ça soit filmé un peu comme des bateaux. Là, il se prend pour le roi du monde, quoi. Le son était pour un peu du point de vue de Jean-François, c'est-à-dire du point de vue de son personnage. C'est-à-dire, il était sur des choses de rien du tout, silence total. Il y a pas, je sais pas, bon, j'espère d'ailleurs qu'on n'a pas le temps de se rendre compte de ça, ça voudrait dire qu'on s'ennuierait. Mais il n'y a pas d'oiseaux, il n'y a pas de choses comme ça dans la bande-son. Sauf à un moment où ils deviennent fous, c'est quand le frère avoue. Mais sinon, c'était un son assez agressif souvent. Parce que c'est comme ça qu'ils ressentaient la campagne en y revenant. Vous voyez ? Et si par exemple on avait fait le son des autres personnages, il aurait été comment ? Le son de Spiesser. Le son de Spiesser aurait été beaucoup plus plein. Mais de toute façon, quand je dis que c'est le son du personnage de Stévenin, ça revient aussi aux 2 autres dans la mesure où il a déstabilisé complètement leur univers en y donc arrivant. y compris l'écologie sonore. Oui. Parce que c'est vraiment une question intéressante qu'on se pose jamais, c'est qu'il faut avoir des partis pris sur le son, il faut avoir une sorte de rigueur, et que le son, c'est tout aussi... il y a un point de vue, comme de même qu'il y a un point de vue pour l'image, pour la place de la caméra, il y a un point de vue pour l'écoute. Et en général, dans les films, le son est sans point de vue, parce que c'est plus difficile encore que l'image, puisque le son, on ne peut pas le référer à des oreilles, alors qu'on peut toujours référer... l'image à un regard. Et le son de Bonner, il serait comment ? Tout d'un coup, c'est une question qui m'intéresse. Bah, sur la fin, le son du film est devenu le sien aussi. Mais sur le début, si vous voulez, il serait mort. Parce que pour moi, au début du film, comme elle ne sait rien, elle est un peu... Elle est morte. Léthargique, oui. Et c'est sa prise de conscience qu'elle n'est pas morte et qu'elle aussi, elle a de l'énergie, qu'elle perd un peu en se trompant, quoi. Qui fait ça. Donc, il aurait été plus en nuance, parce que son personnage est très, très nuancé. Mais vers la fin, je pense que le son sera devenu exactement celui de Jean-François. La dynamique du film, comme il arrive et il repart, c'était son personnage. Donc, c'est pour ça qu'il y a 3 moments très, très forts de son. C'est dans le tout début, le milieu et puis la fin. Ça fait comme ça 3 parties, c'était simple. Parce qu'il a des chocs qui lui abasourdissent la tête. C'est-à-dire que quand son frère avoue et que... Enfin, la bagarre dans la boule, là, notamment, lui, c'est les retrouvailles, quoi. Et c'est presque la même bande-son que dans la première séquence du début. Et à la fin, idem, il a un autre choc en embrassant une femme depuis... Enfin, ça faisait 10 ans qu'il n'avait pas embrassé de femme, quoi, en gros. Il y a quelque chose que j'ai dit au début, et j'ai oublié de revenir là-dessus. Vous n'avez pas peur que le titre, donc c'est Peau de vache, de Patricia Masvi, je ne dis pas assez le nom des gens qui viennent à cette émission, c'est un petit côté second degré ou un peu comédie de plouc, paysan dans le sens... parce que, évidemment, les gens qui verront le film verront que c'est vraiment des vaches qui ont vraiment brûlé au début. Et qu'il y a plusieurs peaux et plusieurs vaches. Et qu'il y a plein de peaux et plein de vaches. Mais en français, ça a aussi une expression plus triviale. Et est-ce qu'elle ne peut pas faire un peu contresens avec tout ce qu'on vient de dire, je ne sais pas. On a beaucoup hésité sur le titre, mais au niveau sonore, il rejoint l'énergie que j'espère qu'il y a dans le film, quoi. Donc, à ce niveau-là, j'ai pas trouvé mieux. Sinon, au niveau du double sens, ça, il faut que l'affiche et tout, il faut que ça casse complètement ce côté-là. Et qu'est-ce qu'il va y avoir sur l'affiche ? Je sais pas, mais moi personnellement, je pense qu'il faut quelque chose de très simple, de géométrique, un peu comme les choses de Rodchenko, où il y a l'essentiel, parce qu'il ne faut pas chercher à mentir. C'est un film de rapport sur des personnages, donc il faut voir les personnages. Mais ce qui est très, très important, c'est le côté géométrique dynamique derrière, dans les plans. C'est pour ça que dans la ferme, il y a une route avec une glissière. Vous l'avez vu, la glissière ? Et en fait, elle n'existait pas.
Et parce que ça aide vraiment à donner une géométrie à la terre derrière. Mhm. Et donc, je verrai un truc comme ça avec des couleurs. Un truc graphique avec une incrustation de photos au milieu. Simple et carré, quoi. Le prix Sadoul, ça vous a fait plaisir? Oui, bah oui, très plaisir. Qu'est-ce qu'on gagne avec le prix Sadoul? Une photo de Georges Sadoul. C'est ça le prix? Ouais. Elle est très très belle. Elle est super, il a l'air de rigoler tout le temps et tout, c'est vraiment bien. Et pour ce film, vous aviez eu l'avance sur recette? L'avance sur recette, un préachat de Canal+, la 7, et puis une Sofica, c'est l'avoine. Et puis Jean-Luc Cormier, le producteur, enfin c'est lui qui a monté la production. Et les villes, alors, vous les filmeriez comment? Les villes? Oui. Sur les lignes. Toujours la géométrie, dans l'espace. Je crois que ce film-là, c'était un truc où je voulais aller à un truc de rigueur, aller à l'essentiel, etc. Parce que je voulais qu'on soit muet en le voyant, vous voyez. Mais maintenant, j'ai envie de faire quelque chose qui soit plus en rapport avec l'imaginaire. Où les choses vraies soient uniquement dans la tête des gens. Et le reste serait tout faux. Ça vous paraît compliqué à comprendre? Non, pas du tout, non. C'est le mot tout faux que je trouve curieux. Non, mais tout faux, tout inventé, quoi. C'est ça, oui. Je veux dire. Parce qu'en fait, là, on a l'impression que le film est très réaliste, mais la ferme, elle existe, mais tout avait été complètement repeint. La route inventée, le café, c'était pas un café. Il y a beaucoup de choses qui ont été complètement réaménagées pour que ça soit dans les tons jaunes et bruns, quoi. Ah oui, c'est pas du tout un documentaire romancé. C'est une recréation tout à fait délibérée, voulue et cohérente. Après tout ce qu'on a dit là, comme visiblement vous savez ce que vous avez voulu et en gros ce qu'il y a dans le film, c'est pas du tout un film qui s'est fait comme ça. Si, beaucoup. Oui, en même temps. Non, les choses arrivent, mais en même temps, une fois qu'elles sont là, on se rend compte qu'il y a eu un désir qui les a tenues quand même de A jusqu'à Z, sinon tout bêtement elles n'arrivent pas. Elles arrivent toujours en plus, les choses, mais il y a quand même des fondations. Tout ce que vous entendez comme ça autour de vous, dans l'air ambiant, sur le cinéma, tout ça, ça vous préoccupe? Que le cinéma, il est mort? Ça va pas, oui, ou c'est plus que c'était, ou c'est mort, tout ça. Non, moi, je pense qu'il n'est pas mort du tout. Mais vraiment pas mort du tout. Je pense qu'on n'est qu'au début, en fait. On n'a rien trouvé du tout. On n'a jamais été dans les choses imaginaires, à fond. Mais si, il y a des gens qui l'ont fait, évidemment. Mais avec rigueur dans les choses imaginaires. Oui, ça, bien sûr, si vous voulez, oui. ce qui m'énerve, moi, les films que j'aime pas, c'est les films de fantasmes personnels. Ou alors, il faut que ça soit... Ça arrive, hein, que ça soit vraiment bien. Mais... Il y en a moins, d'ailleurs. Je crois que ça a été une période... Ou les choses uniquement réalistes, si c'est de la fiction, c'est jamais aussi bien qu'un documentaire. Oui, mais il n'y en a plus de documentaires. Non, parce que ça, c'est... d'un côté, bon, l'émission est finie, mais quand même, on va finir sur un coup de sonde. D'un côté, il n'y a plus de documentaires, parce que la télé ne les fait pas, puisqu'elle cherche comme une folle le document qui n'a rien Mais à vous voir croyez avec- pas que même Dallas, c'est un document pour parler de la télé? Non, c'est un document pour les sociologues, mais c'est pas un document du tout. Au niveau cinéma, pas du tout. Mais par exemple, moi, j'aurais jamais pensé qu'il y avait des dames coiffées comme ça, sinon. Vous voyez? Et ça, c'est un document. Non, ça c'est de l'information, comme ça. Ouais, c'est vrai. Un document, c'est en général, c'est un truc macabre. Il y a un document, un scoop sur l'Arménie, c'est un document, voilà, parce qu'il y a des morts. Comme il n'y a plus beaucoup de documentaires à la télé, qu'il n'y en a plus au cinéma, on est en panne de documentaires. En même temps, le cinéma, après tout ce qu'il a vécu, c'est vrai, là, moi je suis un peu d'accord avec vous, plein de gens le disent d'ailleurs, maintenant ce qu'on va explorer, c'est le mental. Mais le mental, c'est pas du tout le fantasmatique, Non. olé, Mais c'est olé, documentaire. l'allégorie. C'est un autre documentaire qu'il faut faire sur le mental, et y compris sur le mental collectif, parce que là c'est un mental collectif. Disons, il y a des gens comme ça qui ont anticipé ça depuis longtemps, des gens comme Kubrick, qu'on se rend compte à quel point c'est... Même René, des gens comme ça. Mais c'est le mental. Et peut-être qu'effectivement, faire le relevé topographique ou documentaire de l'univers mental, avec sa transcription graphique, enfin d'image, ça peut permettre de dire qu'effectivement, le cinéma a encore beaucoup de choses devant lui à faire. En tout cas, l'émission est terminée. Donc le film s'appelle Peau de vache. Et c'est Patricia Mazui, dont on reparlera, qui l'a fait. Merci.